Donc, je vais me présenter, pour finir ce tour de table. Je m'appelle François Aupier. Je suis ingénieur en machine learning, freelance, et j'accompagne des acteurs régaliens dans leur montée en compétence sur ces sujets data, IA et mise en place d'innovation interne. Et en même temps, donc là, c'est vraiment ce qui m'a inspiré pour cette présentation, c'est tirer de retours d'expérience d'accompagnement de ces acteurs sur différents projets en accompagnant leur montée en maturité sur les sujets IA générative et LLM en particulier. Donc une collection de retours d'expérience et avec au sein également d'une communauté au sein de laquelle j'ai la chance de participer qui s'appelle INOP, une association de loi 1901 pour favoriser l'innovation dans le secteur public et en fait qui est également un cercle qui permet de partager ces retours d'expérience. Donc voilà, c'est globalement un pêle-mêle d'expérience du public, de clients privés que j'ai accompagnés et de synthèse de littérature pour rendre ces concepts actionnables. Donc, en termes de créneau, moi, j'étais parti sur un format de 1 heure globalement. Pour les questions-réponses, je vous propose de faire ça à 3 moments clés. J'ai une forme, on va dire, de petit plan que je vais vous proposer avec les 3 thématiques qui étaient évoquées dans le post. Et l'idée, c'est 3 moments au cours de la présentation, puis ensuite, autour d'un verre, aller approfondir les sujets qu'on n'aura pas eu l'occasion de traiter en séance. Et bien, c'est parti. La motivation pour ce talk, c'était en parlant avec Marc au cours d'un précédent atelier, c'est de se rendre compte qu'on a vraiment une accélération de l'écosystème et des innovations qui arrivent en source ouverte qui vont permettre de plus en plus de déployer ce type de démarche IA générative au sein d'acteurs de différentes tailles. Et on va le voir avec les modèles, des approches comme LoRa pour le rentraînement de modèles et la quantisation, en fait, qui viennent vraiment baisser le coût d'entrée en termes de hardware, de données, et avec les bibliothèques existantes en source ouverte, même une expertise plus facilement accessible que ce qui pouvait être auparavant. Donc là, je mets en référence le mémo We Have No Mode qui avait fait parler l'an dernier, et un tweet de Clément Deslandes, donc cofondateur de Geekface, qui est assez intéressant. Lui, son pari pour 2024, c'est de se dire, on va avoir un surge sur les modèles d'IA plus petits. Petit, on parle toujours de modèles langue massifs, néanmoins spécialisés pour une thématique, quitte à utiliser une collection de ces différents modèles euh, pour des sujets divers par rapport à une approche, un modèle qui a une expertise sur tout un set de tâches. Donc, je trouvais ça assez intéressant puisque ça montre que on a certes un écosystème qui est extrêmement dynamique. Là, c'est le Discord de Geekface. Hein, on a quasi 100 000 utilisateurs. Je crois que c'était avant-hier, j'ai pris la capture, 70 000. Et pareil sur Local Llama, donc une communauté Reddit qui est hyper active sur les sujets. On est sur les top 2% des communautés Reddit. Donc, c'est quand même assez énorme en termes d'activité. Et euh, on va voir qu'ils partagent beaucoup de choses intéressantes puisqu'il y a pas mal d'illustrations de slides que j'ai retrouvées en fait en suivant ces 2 sources d'informations. Donc, les sujets que je souhaitais évoquer avec vous, alors, globalement, ça va être ces 3-là, les techniques de rentraînement, de fine-tuning. Donc, parler un petit peu de paramètres efficient fine-tuning, le PEFT, un petit focus sur LoRa. Ensuite, parler quantisation. Enfin, reinforcement learning. Et parler sur cette partie évaluation, comment mesurer les performances d'un système. Ça, on va l'aborder très brièvement, puisqu'en fait, on va très vite arriver sur le créneau de 1 heure. Je pense que ça va amener probablement un deuxième atelier. Ça, on pourra discuter, voir selon vos retours. Et l'idée, c'est, j'ai distillé pas mal d'éléments de cette presse. Et à la fin, il y a un petit questionnaire. Et pour celui qui aura le plus de bonnes réponses, il va y avoir un petit lot, des petits goodies. Voilà, je ne dis pas quoi, mais restez aux affûts. Il n'y aura pas de questions pièges, tout est dans les slides. Voilà. On va prendre par des choses très simples, mais on va aller assez vite dessus. Avant de commencer, toutes les slides, je les partagerai, elles seront sur mon site à l'issue. C'est sous Creative Commons. Faut citer, et c'est pas pour usage commercial. C'est le petit CC que vous voyez en bas. Mais libre à vous si vous voulez faire des démarches pédagogiques en interne ou pour vous approprier ces matériels, ils seront disponibles à l'issue du talk. Donc, autrement dit, en prise de notes, vous embêtez pas à noter de référence en bas de page, ça sera dispo à suite. Donc, un pipeline de trading, globalement, c'est ces grandes étapes-là pour un modèle de langue. On a une phase de pré-trading qui est souvent pas à la portée d'acteurs privés hors GAFAM. Donc, globalement, il faut plusieurs terras de données, de tokens. Ça vous donne ce qu'on appelle les modèles de fondation. Et là, j'ai mis quelques illustrations sur le hub de Inface. Ça va être des modèles comme Bloom, qui est beaucoup par avec GAFAM, mais un projet de Big Science, mais aussi toute une collection de projets qu'on voit régulièrement dans la presse. Ensuite, vous avez l'étape qu'on appelle d'alignement, qui va se décomposer en 2 parties. La partie supervised fine-tuning et la partie apprentissage par renforcement. Avec la partie supervisée qui a réalisé en un premier temps.
avec une étape de donner un jeu de données. Si initialement on était sur du common crawl, du non structuré, et le modèle pouvait faire de l'apprentissage semi-supervisé, pour cette partie supervised fine-tuning, ben, on a évidemment besoin d'un jeu de données questions-réponses pour pouvoir entraîner sur une tâche spéciale. Et pour la partie renforcement, on a besoin d'un jeu de données de préférence. Et ça, on y reviendra en particulier sur la partie préférence. Et donc, on a différents types de modèles. Et j'ai une petite séparation globalement en pointillé. Ça représente, on va dire, vous pouvez trouver des modèles en source ouverte, par exemple sur le hub de GIMFest, qui vont couvrir les 3 premières parties assez facilement. Ensuite, si vous voulez quelque chose d'hyper spécial par rapport aux thématiques que vous animez chacun au sein de vos entités, souvent, on ne peut pas faire l'économie d'en reprendre un et de réappliquer ces étapes de supervised fine-tuning, voire de RL au besoin. Et donc là, les 3 parties qu'on va aborder, c'est où est-ce qu'elles se situent, diagonalement à ces différents endroits. Et on va commencer par cette partie PEFT. Donc, pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui est assez nouveau et qui va permettre de vraiment faciliter l'accès de ces modèles de langue massive? C'est puisque un rentraînement from scratch, alors bah, ça coûte extrêmement cher. Il faut avoir une capacité à charger tous les paramètres en mémoire. Donc, il faut pouvoir louer ou disposer des GPU nécessaires. On a des risques de perte de performance par rapport au modèle qui a été pré-entraîné que l'on a récupéré, puisqu'on va venir potentiellement modifier tous les poids lors de la phase de fine-tuning avec la descente de gradient qui a potentiellement modifié des poids et perte d'informations, ce qu'on appelle le catastrophic forgetting. Beaucoup d'hyperparamètres à ajuster. C'est comme tous les sujets de ML, il y a tout un panel d'hyperparamètres à suivre, et un peu moins dans les approches PEFT, on va le voir. Et le besoin de stocker un modèle pour chacune des tâches. Là, on va voir que les approches comme LoRa, ça permet de stocker une partie du modèle, cette matrice qu'on va reparamétrer, et pas tout. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Ben, on a besoin d'une méthode qui soit à la fois rapide à entraîner, qui tourne sur du hardware idéalement pas très cher, qu'on puisse louer sur un cloud provider, et qui soit facile à déployer et à maintenir. Donc, on va essayer de voir quelles sont les approches qui proposent celle-ci. Donc, en termes de ressources, ce dont on dispose, ben, il y a évidemment la bibliothèque Hugging Face qui propose un super walkthrough autour de ces concepts et surtout une base d'implémentation qui est vraiment maintenue à jour régulièrement. Donc, c'est ça une de leurs grosses forces. Et ils ont une implémentation des approches PEFT. Et quand on parle de PEFT, Parameter Efficient Fine-Tuning, en fait, c'est un champ de recherche déjà qui est très actif. En fait, c'est des travaux qui ont commencé en 2018, 2020, LoRa, c'est 2021, et qui est encore en train de se structurer. On voit beaucoup de choses passer. C'est pour ça que si on a eu LoRa qui était publié en 2021, on a eu le QLoRa l'an dernier, et là, globalement, toutes les semaines, tous les mois, vous le voyez, il y a des papiers prétendent poursuivre encore plus le SOTA très régulièrement. Et on voit qu'il y a plein de méthodes. Des méthodes dont vous avez peut-être entendu parler, d'autres un peu moins. Et ils structurent ça. Ça, c'est un papier qui faisait un petit peu un état des lieux de différentes approches. On a les approches qui sont dites additives, on va ajouter des poids. Sélectives, on va venir sélectionner des poids plutôt activés dans le scénario. Et des méthodes de reparamétrisation, où on va venir modifier certains poids dans les modèles entraînés pour qu'ils illustrent un petit peu le type de préférence que l'on souhaite fournir au modèle dans le jeu d'entraînement supervisé. Et ces méthodes LoRa, ben, elles arrivent dans ce panel des méthodes de reparamétrisation. Et tout ça, c'est une méthode PEFT. Une autre façon de la présenter, je me rends compte, c'est un petit peu petit, je m'en excuse, mais c'est un arbre qui reprend ce qu'on avait vu juste avant, mais sous forme de ces différentes familles et d'un point de vue chronologique. Donc, c'est intéressant de voir que c'est globalement un domaine qui a commencé en 2019, la publication de ces méthodes-là, et que ça a explosé. Vous avez peut-être vu un arbre similaire pour les différents modèles de langue qui a la même structure, où on voit tout un écosystème de modèles de langue. Celle-ci, elle est très intéressante. On voit que 2022-2023, ça a vraiment explosé et que aujourd'hui, still counting, il y a encore beaucoup d'approches qui apparaissent. Donc maintenant, je voulais qu'on regarde un petit peu ce que l'on peut faire autour de LoRa, pour plusieurs raisons, puisque c'est une approche qui promet, et on va voir ce que ça délivre, d'être réentraîné sur du hardware assez facilement disponible, avec assez peu de paramètres à réentraîner par rapport à un fine-tuning from scratch, surtout qui est très documenté. Donc ça, c'est un énorme avantage pour reprendre des librairies et le tester chez soi, et qui se prétend être assez légère et facile à changer de modèle LoRa en inférence ou en système en production. Et donc, c'est-à-dire si je veux avoir différents cas d'usage, je peux c'est ce qui est vendu, changer cette partie LoRa de mon modèle, mais sans changer l'intégralité de mon réseau de neurones.
Donc, sur le papier, ça a l'air très intéressant parce que c'est rapide à entraîner. On va voir pourquoi. Ça permet de tourner sur hardware, on va dire sur étagère, et c'est facile à déployer. OK. On va voir cette partie retour d'expérience un peu plus tard, mais avant ça, je souhaitais faire un petit focus sur l'intuition derrière cette approche parce que je la trouvais vraiment passionnante. Et on va faire un petit peu un retour vers le passé sur les papiers qui ont mené à cette approche-là et voir pourquoi cette approche aujourd'hui a vraiment explosé en popularité. Et pour ça, on va se baser. Je vais juste essayer d'enlever ça. C'est peut-être- OK. On va regarder. Euh, Globalement, ça, c'est un papier qui date de 2018 et qui se pose la question de combien de paramètres sont vraiment nécessaires dans un modèle de réseau de neurones profond pour réaliser une tâche précise. Ils se disent, bon, on arrive avec des architectures, là, ils nous parlent des réseaux de neurones assez standards sur une tâche qui est standard, le MNIST, donc c'est détecter les écritures manuelles et savoir prédire que telle photo, ça correspond à 1, 2, à 3, etc. Et ils analysent deux réseaux. À gauche, c'est un modèle qui a globalement une dimension de 180, un peu moins de 200 000 paramètres, et à droite, c'est le modèle LeNet avec 44 000 paramètres. Et ce que vous voyez euh, sur cette figure, c'est que le trait plein à 1, c'est la performance du modèle total avec tous ses paramètres. Et ce que vous voyez, la ligne en pointillé, c'est 90% de la performance de ce modèle-là. Et on peut voir qu'en choisissant un sous-espace dans lequel on va projeter quelques paramètres, eh bien, on arrive à avoir un résultat qui peut très rapidement se rapprocher de ces 90% de performance du modèle avec un nombre de paramètres dans un espace approprié, ça on va le détailler, qui est beaucoup plus faible. Ici, ils évoquent respectivement, c'est la dernière phrase qu'on voit, avec leur mesure, que cet espace de dimension que l'on peut choisir pour avoir 90% des performances du modèle, bah, en fait, il peut se réduire à un espace de dimension 290 et 750. En fait, quand on parle de ces espaces-là, on se rend compte qu'on arrive finalement à capturer pour un modèle, globalement, c'est une matrice avec de grandeur de 200 000 poids et potentiomètres à ajuster dans le gradient de descente. On se rend compte que si on arrive à trouver un espace de dimension approprié, en moins de 1000, enfin dans l'espace de dimension 290-750, on arrive à atteindre 90% de la tâche. Donc on va partir de ça, et globalement, l'intuition, c'est sur un panel de contrôle hyper compliqué, finalement, on a besoin de bouger que quelques potentiomètres pour arriver à obtenir un fine-tuning qui va performer suffisamment bien sur notre tâche. Et regardant ça, bah, il y a des gens chez Facebook, chez Meta, chez Facebook à l'époque, en 2020, donc 2 ans plus tard, qui vont pousser ce concept de intrinsique dimensionnalité, si vous voulez regarder le sujet plus en détail. Et ils vont se poser une question qui est hyper intéressante, c'est comment ça se fait que des modèles qu'on entraîne, des modèles pré-entraînés que l'on récupère, qui sont entraînés sur plusieurs terras de texte, qu'avec des jeux de données de fine-tuning qui vont représenter quelques centaines, quelques milliers, dizaines de milliers d'exemples labellisés, on arrive à les spécialiser sur une tâche précise. Avec simplement quelques centaines, quelques milliers d'exemples. Et ils vont faire des expériences ils vont faire des hypothèses et des expériences qu'ils vont mesurer dans lesquelles ils arrivent à voir que pour ces modèles pré-entraînés, en fait, plus le modèle pré-entraîné a vu une quantité de données importante représentative d'un jeu de tâches différentes, plus il va développer une augmentation forte qui fait que je vais pouvoir réduire cet espace intrinsèque et capter le plus d'informations possible. Là, c'est très flou, on va le détailler par la suite. Mais globalement, ils illustrent, je vais revenir sur la dernière, que pour un modèle aussi grand que Roberta, ils arrivent à prendre seulement 200 paramètres, les entraîner, enfin, les ajuster, ensuite les reprojeter dans l'espace de paramètres de base et avoir 90% de la performance de Roberta, qui était un modèle de euh, SOTA pour le nerf il y a quelques années ou quelques mois de ça. Donc c'est assez impressionnant. Et donc ils font une hypothèse, c'est que cette étape de pré-entraînement massif, pour le coup, les jeux de données vont parcourir tout le Common Crawl, tout The Pipe, enfin, un énorme jeu de données, bah, ça va permettre au modèle de généraliser suffisamment pour que lorsque je souhaite le fine-tuner, je puisse le faire dans un espace de dimension beaucoup plus faible, sur une tâche précise. Donc ça, c'est l'intuition qu'ils ont, et ils vont venir le mesurer. Et cette figure, cette image est vraiment hyper intéressante, parce que là, vous avez globalement en ordonnée cette dimension intrinsique dimensionnalité qui est euh, le nombre de paramètres qui suffit pour atteindre 90% des performances. Et on voit les différents points que vous voyez, c'est un très petit, mais c'est différents types de modèles. Et plus on va vers la droite, plus vous avez
des modèles avec de grands nombres de paramètres. Tout à droite, c'est T5 de Google, à gauche, c'est Albert. En fait, plus le pré-entraînement a été grand sur ce modèle, plus l'espace, et ça c'est assez contre-intuitif, plus cette intrinsique dimension est petite. C'est-à-dire plus on peut trouver un espace vectoriel de petite dimension dans lequel je pourrais je pourrais ajuster mes poids et avoir quelque chose qui va être très performant sur une tâche donnée, parce que le modèle, dans sa phase de pré-entraînement, il a vu suffisamment d'informations pour être capable de généraliser, de se spécialiser ensuite sur une tâche beaucoup plus précise avec beaucoup moins de paramètres dans un sous-espace choisi. Et alors cette découverte-là, donc ça c'était les collègues, on a dit de Meta en 2020, eh bien, un an plus tard, il me semble, ouais, 2021, là, c'est les collègues de Microsoft qui se disent on se base sur les travaux sur cette dimension intrinsèque pour traduire ça sur une décomposition de matrice. On va exploiter cette propriété de se dire je peux projeter des informations pertinentes dans un espace de faible dimension et pas toucher à tout le reste de mon modèle et quand même avoir des performances exceptionnelles. C'est ça leur intuition derrière et c'est ce qu'ils vont apporter dans le modèle par l'approche LoRa. Et en fait, là, on en parle dans le contexte du NLP, mais globalement, dès que vous avez un sujet de gradient de descente, dès que j'ai une matrice de poids, ça va marcher. Plein de cas d'usage en computer vision, ça va marcher pareil. Et donc, c'est une approche assez transverse, en fait. Et ce qu'ils ont observé, ce qu'on voit dans le papier, c'est qu'ils se basent sur l'architecture de GPT-3. C'est les gens de Microsoft, donc Microsoft et OpenAI, ils n'ont pas de souci à se partager leur sujet de recherche. Que sur GPT-3, qui a 175 milliards de paramètres, ils arrivent à réduire par 10 000 fois les requirements en termes de GPU. Non, le nombre de paramètres entraînés par 10 000 et l'empreinte GPU divisée par 3 pour rentraîner et atteindre un niveau de performance équivalent. Et surtout, les promesses de cette approche, c'est qu'on va modifier les poids et qu'on ne va pas en ajouter. Autrement dit, on n'ajoute pas de paramètres dans notre réseau, donc il n'y a pas de temps ajouté à la phase d'inférence, enfin de latence ajoutée. Donc ça, c'est un gros avantage. Donc là, c'est ce que je vous disais, ils prennent inspiration de ces deux papiers qu'on a vus sur la dimension intrinsèque explorée précédemment, pour se dire, en fait, il y a quelque chose à faire, et la dimension intrinsèque de ces paramètres, de ces modèles entraînés avec des centaines de milliards de paramètres, en fait, est très faible. Et donc, vous avez sûrement vu cette image-là qui condense un petit peu l'intuition derrière les LoRa. Et là, l'idée, ce que je vous propose, c'est qu'on passe 5 minutes à essayer de voir ce que ça veut dire, cette image-là. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Donc, petit rappel pour la façon de modéliser ce problème-là. Les réseaux de neurones, bon, là, c'est une audience d'état scientifique, donc on va aller très vite dessus, mais j'ai mes variables d'entrée, j'ai une matrice de poids, j'ajoute des biais, j'ai une fonction de transfert et j'ai un output. OK. Et ensuite, on peut modéliser ça sous forme d'équation linéaire et en termes de compute, on va modéliser ça sous forme de matrice et ce qu'on va optimiser ensuite à l'état d'entraînement. Euh, et globalement, on peut écrire ça sous forme un peu plus condensée. Et encore un petit rappel cette fois-ci en algèbre linéaire. Ce qu'on appelle le rang d'une matrice, c'est la dimension engendrée par le sous-espace vectoriel de ces colonnes. En gros, ça veut dire à quel point est-ce que je peux projeter un point dans l'espace avec les colonnes que ma matrice exprime, à quel point cette matrice est riche pour exprimer un espace plus ou moins profond. On va l'illustrer. Deux matrices. À gauche, vous avez la matrice identité et à droite, vous avez une autre matrice de dimension 3. Là, on voit en fait que cette matrice à gauche qui est l'identité, elle a un rang de 3, parce que on ne peut pas faire exprimer une colonne en tant que combinaison linéaire d'une autre. Par contre, on voit à droite que la colonne numéro 3, 1, 0, 1, en fait, c'est la somme de la colonne 1 et 2. Donc, le rang de cette matrice-là, il est de 2. Donc, quand dans les papiers tout à l'heure, ils nous disent pour une énorme matrice, enfin, pour un réseau de neurones énorme, en fait, l'espace, cette dimension intrinsèque est très faible, on peut faire le parallèle que globalement, ça veut dire que le rang de cette matrice-là est très faible et que l'espace vectoriel qui compte pour représenter tous ces paramètres, il est très faible. C'est-à-dire que si j'arrive à me mettre dans cet espace-là, qu'est-ce que ça veut dire? La matrice de gauche, si je veux projeter un paramètre, ben, il me faut un triplet. Il faut x, y, z dans la matrice identité à gauche. Alors que dans la matrice de droite, ben, en fait, je suis dans un plan en 2D. Donc chaque paramètre, c'est qu'une paire pour le projeter, c'est qu'une paire de coordonnées. Puisque la troisième colonne, là, c'est juste la première et la deuxième. Donc voilà, c'est fini avec l'algèbre linéaire, mais je pense que c'est important de faire ce petit rappel-là. Ce que ça veut dire, c'est que maintenant, ils vont, dans l'approche de ce papier-là, ils vont se dire, finalement, cette matrice de poids qu'on a vue tout à l'heure dans l'équation pour modéliser le réseau neurone, euh, on va faire un équivalent, on va dire que c'est le produit de matrices. Et vu que les matrices de ces réseaux, de ces modèles de langue, finalement, on a vu de l'intuition et modélisé par les papiers de Microsoft préalable qu'ils ont un rang assez faible, enfin, une dimension intrinsèque, on va faire le parallèle que sûrement le rang est assez faible aussi.
Et quand on parle en LoRa de cette variable R du rang, en fait, c'est vraiment le rang de la matrice, de l'espace qu'ils vont choisir pour représenter cet espace de paramètres. Donc, globalement, si vous avez une matrice finalement qui avait 1 million de dimensions matrice carrée 1000, euh, à côté, pour l'exprimer en fonction du produit de matrice, ça vous prend 2 fois moins de paramètres en fait. On va dire que plus ça grossit, votre d au carré il va exploser, alors que si vous faites 2 fois d fois un rang qui va être en fait arbitraire, ça c'est un hyperparamètre qu'il va falloir adapter dans le fine-tuning, dans tous les cas, ça va prendre beaucoup moins de place en termes de nombre de paramètres à entraîner, et donc beaucoup moins de mémoire GPU pour le fine-tuning. Et donc l'intuition, c'est qu'ils vont faire cette décomposition, et lors de la phase lorsqu'on va vouloir passer cette phase de rentraînement, bien finalement, on va donner les poids. On ne va pas toucher au modèle pré-entraîné sur lequel on réalise cette approche LoRa. Donc, on ne touche pas cette matrice W0. Par contre, on va initialiser d'autres poids à côté. Euh, et c'est ce qui vous montrait avec un N, c'est pour dire que l'initialisation des poids de la matrice normale, de la matrice A, ça suit une distribution normalisée, et la matrice B initialisée, elle est vide. Finalement, comme ça, au début, vous avez quelque chose qui ne va pas changer les poids initialement de la matrice W0. Ceux-là, ils sont frisés et on va s'amuser simplement à adapter les poids de ces matrices A et B. Et donc, voilà ce que ça veut dire, cette illustration-là. Et pourquoi est-ce que ça ne prend pas plus de temps au moment du runtime de l'inférence? Puisque cette matrice A et B, en fait, on peut les sommer avec les poids préentraînés. Euh, et globalement, on ne fait aucune opération de calcul en plus, puisque finalement, on a juste actualisé les poids aux bons endroits de ces nouveaux poids que l'on a entraînés dans l'étape de LoRa. Donc, c'est en ça qu'on dit que cette méthode-là, on peut facilement la substituer au runtime, parce que ces matrices A et B, vous pouvez avoir le même modèle, on va dire, de modèle fondation de langue que vous utilisez avec les poids préentraînés, et vous allez juste venir switcher pour une tâche dédiée. J'ai un modèle qui doit répondre à des emails, j'ai un modèle qui doit faire un diagnostic médical, etc. Vous allez switcher ces matrices A et B pour runtime ou selon votre stratégie, c'est plus un sujet ingénierie, mais on voit en tout cas que l'énorme poids de charger les 160, enfin, les dizaines ou centaines de milliards de paramètres pour ces propres entraînés, vous n'avez pas besoin de les refaire. Donc ça, c'est assez intéressant. Et pareil en stratégie de MLOps, de model management, vous avez besoin votre gros artefact, ça va être votre modèle fondation. Et ensuite, le LoRa, c'est des artefacts qui vont être beaucoup plus légers à suivre sur votre DVC, sur votre MLflow, sur l'outil que vous utilisez pour suivre tous vos parcs de modèles. Et donc, voilà, ça, c'est une petite illustration qui représente où est-ce que vient se mettre cette approche-là par rapport aux autres approches qu'on a évoquées très rapidement en intro sur les approches de PEFT. Et cette approche LoRa, on la voit on peut utiliser à chaque fois qu'en fait, on a une multiplication enfin, qu'on a une matrice de poids, on peut appliquer de la décomposition pour venir rentraîner une partie. Pour ça, dans les codes de rentraînement des LoRa, vous avez peut-être dû voir une option, une variable qui s'appelait les target modules. Q, V, etc. En fait, ça correspond par défaut, ils vont souvent vous proposer de la mettre sur les différentes matrices du mécanisme d'attention dans un Transformers. En fait, vous pouvez la mettre partout où il y a une logique de, gradient, descente du gradient, parce qu'en fait, c'est le mécanisme fondamental derrière. Et on voit que les autres approches, finalement, elles sont différentes. Des fois, on va ajouter une matrice ou un vecteur au niveau, à différents endroits dans l'architecture d'un Transformer. Si vous voulez plus de détails, ce papier, il illustre un petit peu leurs différences. Et je trouve assez bien. Maintenant, pour une partie un peu plus retour d'expérience sur l'utilisation de ces systèmes-là et leur fine-tuning pour un cas usage donné. Donc ça, je me base sur les réflexes observés et deux retours d'expérience qui sont cités dans les sources. Hein. Globalement, quelque chose qui est intéressant de voir et qui est aussi contre-intuitif, c'est que faire plusieurs époques sur notre jeu d'entraînement pour du LoRa, globalement, ça va dégrader les performances par rapport à en faire une seule. Donc, c'est pas la meilleure variable à adapter euh, dans sa stratégie de fine-tuning. Passer plusieurs époques, ça va pas être la meilleure option. Autre remarque, c'est que finalement, c'est ce qu'on venait d'évoquer, appliquer cette logique de LoRa à chacune des matrices sur lesquelles on peut réaliser de la descente de gradient, ça va être plus performant que de la faire que sur quelques-unes. En fait, c'est intuitif, mais globalement, dans le papier initial, il recommandait de la faire que sur le vecteur, enfin sur la matrice query value du système d'attention. En fait, si on le généralise à toutes les matrices possibles pour le descendre du gradient, ça marche mieux. La contrepartie, c'est que plus vous le faites sur un nombre de matrices important, plus vous augmentez votre nombre de paramètres.
là, c'est un compromis à avoir entre vous, votre limite sur le nombre de paramètres que vous voulez réentraîner, la mémoire que ça va entraîner, et les performances souhaitées. Le rang R, donc ça, c'est vraiment un hyperparamètre à ajuster selon votre tâche et à loguer dans votre flux MLOps, dans votre stratégie MLOps pour voir lequel performe mieux parmi les différentes runs. Un ordre de grandeur qui est usuel, c'est de voir alpha égale 2 fois le rank. Alpha, c'est un coefficient qui permet, on va dire, de mesurer à quel point vous voulez faire en sorte que votre module LoRa il soit pris en compte par rapport au poids de base. Plus votre coefficient alpha il sera élevé, plus le modèle de base sera pris en compte, et sinon, ce sera le module LoRa. Et ça, c'est pas infaillible, puisque par contre, dans certains benchmarks, on a observé que la règle alpha égale 2 rank, en fait, n'était pas valable. Et donc, il faut vraiment faire des tests pour mesurer ça pour un use case donné. Et enfin, la promesse initiale qui était, bah, ça tourne sur du hardware disponible sur étagère, bah, elle est véridique, hein, puisque des modèles de 7 milliards de paramètres, ça reste les petits dans la gamme des LLM aujourd'hui, hein, mais en quelques heures, et sur un seul GPU. Donc globalement, ça veut dire que ça vous coûte 2,50 de l'heure sur un GPU de ce gabarit-là, et qu'en un après-midi, donc 5 heures, disons 3 euros, 3 fois 5, 15 euros, 15 euros, vous avez fait une tunnel en le louant sur Scaleway. Donc ça, c'est quand même assez dingue. Modulo, avoir la donnée, vous voyez, c'est 14 Go de VRAM. Donc si vous avez une RTX 3090, 4090, ça passe. Donc c'est vraiment impressionnant, quoi. Maintenant, quelques libs utiles. Évidemment, la librairie PEFT de GameFace, elle est géniale parce que vous avez les implémentations régulièrement mises à jour du Supervised Fine Tuning Trainer qui permet à ce module LoRa assez facilement. Globalement, vous avez juste à dire LoRa on, bien choisir les hyperparamètres, votre stratégie de logging et avoir un jeu de données Supervised Fine Tuning pour le lancer. Et sinon, Unslot, il propose c'est assez récent, mais il propose plein d'utils pour réentraîner un LoRa, un QLoRa et aussi les approches reinforcement très facilement. Pour les sujets d'optimisation, après, il y a Bits and Bytes et Accelerate que vous connaissez peut-être. Euh, pour le format, bah, ça, c'est des choses traditionnelles. C'est des tâches supervised fine-tuning, il vous faut un jeu input, enfin entrée-sortie labellisé. Mais là, rien de nouveau. Là, c'est le dataset H4 de GameFace. Voilà. Bah, écoutez, on a déjà fait la première partie sur les PEFT. Déjà, est-ce qu'il y a des questions en salle et peut-être en présentiel? Oui. Je me demandais si on n'a pas la ressource d'appliquer Laura à toutes les matrices standards. Ouais. Est-ce qu'il y a une hiérarchie parmi Ouais. dans ce qui rapporte Non. que Ouais, complètement. Bah, ce qu'avaient préconisé les auteurs du papier, c'est de se concentrer sur ces deux matrices finalement, query et value de ton transformer. Et ensuite, j'ai envie de dire, de proche en proche, tu testes lesquels tu veux rajouter. Mais c'est la Q et K en Q et V qui était recommandé dans le papier initial. D'autres questions? Personne à distance, c'est vrai que j'ai pas les notifs sur Zoom. Sinon, on va. Ouais, j'en ai une. C'était à Oui, propos. oui. Pardon. Pourquoi Pourquoi de ce- excusez-moi, le le fait de faire quoi des des époques époques, des maths les maths commencent? commencent? Je vois pas la Je vois pas la logique. logique. Alors, la Alors, question, vous êtes équipe test 1, 2. 2. Bon, on peut faire avec. L'intuition, l'intuition, effectivement, effectivement, je je suis suis d'accord d'accord avec avec vous, vous, c'est c'est pas évident. Pas évident. On règle on règle un un petit petit souci, souci, on revient à on la revient à question la de question suite. de suite. Test, test. Même la dernière fois. Mieux. Eric, je crois Eric, que je si crois vous que si coupez vous votre coupez votre micro, ça ira micro, mieux. ça ira mieux. Non, ça a l'air d'être mieux là. Oui, voilà, c'est bon. Ok, donc la question c'était pourquoi est-ce que lorsque je fais plusieurs époques, ça marche moins bien? Globalement, c'est ça? Voilà, ma Ouais, réponse, c'est juste mesuré par les benchmarks réalisés. Et ça, je me suis appuyé sur ceux proposés par. C'est l'article de Sébastien R que vous voyez en bas, Practical Tips for Fine-Tuning LLM. Et en fait, c'est des choses qu'il a observées. Moi, je n'ai pas répliqué cette expérience-là. Je l'ai pris pour argent comptant, puisque j'avais d'autres paramètres à ajuster qui avaient surtout ce sujet alpha errant. Euh, mais voilà, moi, je me base sur le rétexte partagé par cet article. Et du coup, ça veut dire que tu ne fais qu'une époque sur les datasets que tu as? Ouais. Ok.
Merci. Hop, on a résolu le problème audio. Est-ce qu'il y avait d'autres questions à distance? Moi, j'ai eu une question quand tu étais sur la slide 29 de mémoire. Et, je me demandais, voilà, tu indiques une distribution du coup normale sur ta matrice A. Je voulais juste savoir à quoi ça correspondait, comme je ne suis pas très versé dans le sujet. Ouais. Alors en fait, euh, l'idée c'est qu'ils veulent initialiser leur poids d'une certaine façon et ils ont choisi la loi normée centrée pour initialiser les poids. Je pense qu'ils ont dû en essayer d'autres et c'est celle qui marchait le mieux. En fait, ce qu'ils veulent, c'est que le produit AB au début, il vaut zéro. Donc globalement, au début, on dépend que des poids pré-entraînés. Et ensuite, c'est à partir de la première descente du gradient qu'on va venir ajuster les poids de A et B, et que dans, enfin, surtout que B ne seront plus nuls. Et dans ce cas-là, qu'on va commencer vraiment à ajuster les poids de la matrice LoRa. Est-ce que ça répond à la question? Ok, ouais, d'accord, c'est plus clair. Merci. Yes. Top. Ouais. Petite question plus côté MLOps, c'est pour être sûr de bien comprendre l'intuition derrière les LoRa. À chaque fois qu'on a un nouveau modèle de fondation dont on veut produire un LoRa, il va falloir recréer ce LoRa à partir de ce modèle de fondation. Donc dès qu'il y aura par exemple Mistral Large. 40B version 4, il faudra le recréer de zéro, quoi, ce LoRa. Ouais, effectivement, parce que là, enfin, on l'a vu, hein, quand on voit qu'il y a ces rentraînements, tes poids des matrices AB, ils sont quand même intimement liés à la façon dont sont ajustés les poids du modèle pré-entraîné. Donc, effectivement, quand tu changes de modèle, il faut refaire cette étape-là. On peut se consoler en se disant que ça coûte peu cher par rapport aux approches, mais ouais, très bon remarque. Merci. Top. Bah, maintenant, un petit mot sur la partie. Il y a une question d'Eric aussi à distance. Oui. Je vais la poser pour toi, Eric, du coup. Là. Quand vous dites toutes les matrices de poids, c'est inclus les fully connected ou toutes les QKV? Alors, là, toutes les QKV, oui, par défaut, parce que c'est les matrices du mécanisme d'attention du transformer. Donc, c'est celle auquel il faudrait toucher en premier. C'est ce qui était recommandé dans le papier des auteurs. Et ensuite, j'ai envie de dire, c'est le compromis de proche en proche. Plus vous pouvez rajouter de matrices dedans, mais après, ça se rapproche de plus en plus d'un rentraînement, enfin, d'un fine-tuning from scratch, quoi, si on vient ajouter toutes les matrices. Est-ce que ça répond à la question? Eric, ça répond à la question? Oui, oui, tout à fait. Et j'en ai une deuxième, c'est est-ce qu'il y a une règle pour débuter avec la recherche du rang? Ouais, c'est de commencer très petit. Ce qu'on voit régulièrement et ce qui est assez étonnant, c'est que même autour de valeurs de 2, 4, 6, 8, c'est déjà de très bons résultats. Donc, c'est ça qui est assez dingue, c'est que cette valeur de R du rang, vous pouvez vraiment prendre des petits entiers. Et dans les benchmarks que j'ai vus, ils montaient jusqu'à 128, 256, des fois 512, mais ça, c'était vraiment la partie haute. Et pour commencer, c'est vraiment pas bête de partir de 2, 4, 6, 8 et d'y aller crescendo pour voir à quel moment c'est plus pertinent dans votre pile, enfin, sur vos outils de monitoring pour l'entraînement. Tu utilises le même rang dans n'importe quel LoRa enfin, c'est le même rang sur tous Voilà, les rangs qu'on implique. En fait, la question que je voulais poser aussi, c'est j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bonne raison pour laquelle ça devrait être le même rang pour toutes les LoRa, en fait. Ah, oui, d'accord. En fait, ça dépend avec l'intuition, je pense qu'on peut y répondre en partie avec l'intuition qu'on a vue sur ce concept de dimension intrinsèque d'un modèle. On a vu que plus le modèle, initialement, il a eu un pré-training énorme, plus sa dimension intrinsèque va être faible. Donc, on peut se dire que plus le modèle aura un nombre de paramètres énorme et suivi une phase de pré-training où il aura convergé, plus on pourra aller vers une valeur du rang faible, alors qu'à contrario, si. Donc, c'est pas ça que je voulais dire. Non, Ce que je voulais ok. dire, c'est que en fait, finalement, on applique une LoRa à chaque étape layer. Ouais, on reparamétrise à chaque fois. En fait, on pourrait appliquer des LoRa avec des rangs différents à chaque layer. Il y a peut-être des layers qui ont plus d'impact que d'autres, Oui, pour lesquels on peut mettre un rang plus élevé. et alors il faudrait tester, effectivement, c'est une bonne remarque. J'ai pas vu de sujet là-dessus, enfin, j'ai pas vu de retour d'expérience là-dessus, mais ouais. Après, ça fait plus d'entraînement à faire, quoi, du coup. Mais c'est un bon compromis, effectivement. Est-ce que je dois monter mon rang ou est-ce que je dois essayer avec quelques matrices de rang différents avec une faible valeur de rang? J'ai pas d'éléments, j'ai pas vu de retour là-dessus. Mais question naïve, pourquoi les fournisseurs de modèles, plutôt que de fournir le modèle grande dimension, justement, ils fournissent pas le modèle de la dimension intrinsèque qui correspondrait à celui du schéma que vous venez de montrer?
En fait, ce concept de dimension intrinsèque, euh, c'est euh, c'est particulièrement pertinent lorsque l'on a besoin de spécialiser pour une tâche précise. Ce que ça nous indique comme intuition, c'est que ces modèles préentraînés, si je le spécialisais sur une tâche précise, plus le modèle il a vu un jeu de données divers dans son préentraînement, plus un espace de faible dimension va suffire pour le spécialiser sur une tâche donnée. Mais vu que les fournisseurs de modèles, eux, ils cherchent à être les plus généralistes possible, quand même avoir ce modèle qui a vraiment fondation, bah, ça va assurer que le modèle il performe bien sur tout type de tâche. Voilà pour l'intuition. OK? Bah, écoutez, je vous propose qu'on passe à la partie quantification, et puis ensuite on pourra revenir de toute façon autour d'un. euh, je vais refaire toutes les animations. Ça ont pris beaucoup de temps à faire, j'espère que vous appréciez. Pour la partie quantisation, donc où est-ce qu'on en est? On n'est pas vraiment. C'est un sujet un peu annexe, parce que c'est pas spécialement NLP. En fait, c'est le sujet quantisation, c'est comment est-ce qu'on arrive à représenter des paramètres de façon le plus compressée pour avoir moins d'impact sur notre mémoire. Et on va aller assez rapidement dessus. Les motivations, c'est quoi? C'est qu'on a des modèles de plus en plus grands. Comment est-ce qu'on fait pour les faire tourner sur des infrastructures les moins chères possibles? Et avec le meilleur compromis, évidemment, de performance par rapport à consommation mémoire. Encore une fois, ça, c'est un sujet qui n'est pas limité au NLP, comme le concept des LoRa, dès qu'on a une matrice, une descente du gradient, bah, le concept de la quantisation, c'est dès qu'on a besoin de représenter quelque chose, enfin, dès qu'on a beaucoup de paramètres et qu'on se pose la question de comment je peux compresser cette représentation, bah, le sujet de quantisation va entrer en jeu. Euh, donc ça, c'est une illustration qui vient encore une fois de nos collègues de chez GameFace, qui illustre différentes applications, et tout ça pour dire que globalement, c'est un domaine dans lequel on ne cesse d'avoir des nouveautés, même aujourd'hui, sur la façon dont on peut représenter des flottants puis des entiers avec le moins de bits possible. Et donc, habituellement, ce que l'on a, on a tous en tête des représentations en 64 bits, 32. On a vu des papiers ces dernières années tomber avec du 16 bits, du 8, même du 4, et je crois que c'est cette semaine du 2 bits par poids en moyenne sur un réseau. Donc, en fait, il y a des stratégies d'encodage d'informations qui sont de plus en plus intelligentes pour faire ça. On ne va pas rentrer dans les détails de comment fonctionne chacune d'elles. Et c'est un sujet ce serait un cours de maths sur représentation de démentis, exponents, etc., cours d'informatique on va pas faire ici. Mais tout ça pour vous dire que c'est quelque chose qui évolue très vite et qu'on peut voir à travers deux prismes pour notre sujet de préparation de modèle. Est-ce que c'est un sujet que j'ai envie de prendre en compte au moment où j'entraîne mon modèle, ou est-ce que j'ai envie de m'en soucier uniquement une fois que j'ai fait l'entraînement et que je veux le packager pour la production? En fait, ce concept-là, on peut le séparer en deux. Dans la littérature, on appelle ça de deux façons différentes. La post-training quantization, quand on veut simplement, entre guillemets, une fois qu'on a fait un entraînement normal avec des floats de 32, 64, et à venir le compresser le plus possible. Énorme avantage de ce type d'approche, c'est que vous prenez un modèle préentraîné, vous faites une conversion des poids, vous n'avez pas besoin d'accéder aux jeux d'entraînement ou d'accéder à toutes les données d'entraînement, c'est super. Par contre, vu que vous allez faire une conversion sans avoir en tête comment on va dire, vous appliquez des règles métiers enfin des règles de conversion pour passer de 32 à 16 ou peut-être même à des entiers avec une stratégie pour consommer moins de mémoire, bah, ça va avoir des impacts sur la performance et vous allez avoir un compromis performance et qui sera moins intéressant que la méthode de droite qu'on va voir. Et ça, un exemple d'implantation, c'est le QLoRa, qui est un petit peu le porte-étendard de ce domaine. L'autre approche, c'est Quantization Aware Training. Énorme avantage, c'est que vous allez choisir une stratégie de quantisation qui va être adaptée à votre pipeline d'entraînement et donc qui va avoir des meilleures performances une fois le modèle entraîné. L'énorme inconvénient, c'est que vous avez besoin de réentraîner. Et donc, si vous n'avez pas accès aux jeux de données ou pas à la ressource hardware, c'est physiquement pas possible. La méthode emblématique, c'est Quantization Aware LoRa, le QA-LoRa, qui permet cette approche. Donc là, je ne vais pas détailler, mais c'est un papier qui synthétise ces différentes approches. On voit que l'approche à gauche, LoRa, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure, en fait, où on a nos poids qui sont en flottant, nos deux dimensions, enfin nos deux matrices qu'on vient d'ajouter, qui sont aussi des flottants. Après, on peut faire de la post-training quantization, elle est passée en NF, c'est leur écriture normalized float 4. Donc, ça, il me semble que c'est une stratégie qui permet de représenter des paramètres sur 4 bits en moyenne. Et à droite, dans QLoRa, ils arrivent même à arriver jusqu'à du integer 4.
donc encore plus compresser cette augmentation du nombre de paramètres pour avoir moins d'impact sur le GPU au moment de l'inférence. Ce pas des choses sur lesquelles je suis allé en détail pour la partie QLoRa, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que le QLoRa permet une inférence sur un hardware encore plus contraint, puisqu'on a, si vous aviez des paramètres qui étaient sur 16 bits, maintenant c'est sur 4 bits, donc en fait, ça fait 4 fois moins d'empreinte mémoire sur le GPU, hein, simplement, en ordre de grandeur. Maintenant, pourquoi ces approches-là marchent et pourquoi est-ce qu'on prend du temps à les regarder? Là, je vous montre une figure qui est issue du projet Lama CPP, donc un projet dont justement dont l'objectif est de réaliser des quantisations de modèles de langue et de les partager. Vous avez ici en abscisse la taille du modèle, en giga, le nombre de paramètres, globalement, l'impact sur la mémoire du nombre de paramètres, et en ordonnée, vous avez la perplexité, qui est une façon de mesurer les performances d'un modèle de langue. Ça, c'est un avantage et un inconvénient. Mais globalement, plus la perplexité est basse, meilleur on peut dire que le modèle est sur ses performances. Et ce qu'on observe ici, moi, je vous invite à regarder ce qui se passe au niveau du point bleu sur ce modèle-là. Vous avez avec les points carrés les modèles en float. Donc, vous voyez qu'en float, on est sur 20, 30, 40, 50, 60, entre 60 et 70 gigas. Et qu'au premier niveau de quantisation, donc là, c'est représenté par les petites étoiles, toujours pour ce modèle 30 milliards de paramètres, eh bien, on arrive à descendre à 30, à peu près 30 gigas de taille du modèle. Et pourtant, vous voyez qu'en termes de perplexité, déjà, on est quasiment idem avec le modèle qui était en float 16, hein, et on est en fait au même niveau qu'au modèle 65 milliards de paramètres à son plus bas niveau de quantisation. En tout cas, ce qui est hyper important de voir, c'est que entre le modèle en float 16, le premier niveau de quantisation, quasiment on va diviser par 2 l'empreinte mémoire. Et par contre, en termes de performance, ça va être négligeable. Donc ça, c'est assez intéressant. Et ensuite, bon, les gains en mémoire, c'est l'échelle logarithmique. Donc c'est pas évident, mais globalement, on peut descendre jusqu'à un peu moins de 20 gigas sur un modèle qui initialement faisait la soixantaine. Donc voilà pour l'intuition. On arrive à conserver des perplexités qui sont assez similaires pour des scores, enfin pour des poids où le premier niveau, l'approche la plus naïve, c'est juste divisé par 2 quand même, en termes de gains sur la taille du modèle. Maintenant, pour apprendre un petit peu à lire la nomenclature autour de ces modèles-là, c'est des choses que vous pouvez trouver sur Hugging Face. Il y a des contributeurs comme TheBlock qui partagent beaucoup d'éléments sur des modèles quantisés. Et il y a une façon de la partager où ils vont souvent sur nomenclature, vous allez voir Q, un chiffre, et ensuite une lettre, S, K, M, L. Donc ça, à quoi ça correspond? C'est différentes façons de quantiser le modèle. Et la façon de le lire, c'est Q, ça va être le nombre de bits moyen utilisé pour stocker un poids, puisque en fait, ils ont des approches de quantisation. Vous voyez qu'en moyenne, le nombre de bits par poids, ça va pas être un entier, parce qu'ils ont des stratégies d'optimisation qui font qu'on n'est plus sur chaque entier représenté, ou float est représenté de façon indépendante, mais par d'autres techniques, on arrive à les grouper, ce qui fait qu'en moyenne, on n'a pas un nombre entier pour le coût que l'on paye en mémoire pour représenter un float, un poids. Et donc, plus le nombre de bits est élevé, évidemment, plus on peut représenter le float, donc les performances vont être meilleures, mais plus l'empreinte mémoire est importante aussi. Et le deuxième, cette lettre, vous allez avoir des K, des M, des L, et globalement, je crois qu'on voit sur la slide précédente, voilà, entre les M et les S, là, c'est les rétex sur cette partie, les retours d'expérience sur cette partie, quelle configuration choisir pour la quantisation. Généralement, les modèles en KM performent mieux que les KS, et même en termes de compromis, empreinte, mémoire sur le GPU et qualité d'inférence, ça vaut quasiment toujours le coup d'aller du côté du KM. Les approches en donc 2 bytes en moyenne, ou 2 bits en moyenne, 3 bits en moyenne pour encoder les paramètres, elles marchent assez mal. Donc ça peut être intéressant, vous, dans votre infra, pour tester, pour faire des tests dans votre framework MLOps, voir à quel point mon pipeline marche. Par contre, pour des prédictions de qualité d'un point de vue métier, on voit vraiment un impact, en tout cas à date. Et pour un ordre de grandeur, le 5 bits par poids, c'est celui qui propose le meilleur compromis en termes de façon dont on peut compacter l'information et de performance qu'on va avoir avec ce modèle. Voilà, là c'est la fin de la partie quantisation.
Je vous propose de la même façon peut-être un... Ouais, je vais commencer. Concrètement, on parlait de QLoRa, parce qu'en fait, la quantisation s'applique au modèle fondation aussi. Alors, oui, absolument. En fait, on pourrait la faire. Les concepts qu'on a évoqués de post-training quantization ou quantization, en fait, on pourrait le faire, mais personne n'a les ressources pour entraîner un modèle fondation, à part un État ou un Ouais, c'est GAFAM. pour ça. C'est juste à travers ce spectre-là, en fait. Mais très bonne Et, remarque, quoi. et ma deuxième question, c'est autant je comprends très bien comment sur disque on peut utiliser un algorithme type Huffman pour stocker différemment des Ouais. entiers, etc. Mais en mémoire, si on utilise TensorFlow, NumPy ou PyTorch, on ne définit pas ce que c'est qu'un entier ou un flottant. Comment ça marche? Je veux dire, je stocke j'utilise 4 bits pour stocker un flottant, ça veut dire quoi? Alors, ça, là, je ne suis pas allé sous les On ne va bosses pas modifier dans. PyTorch. Non, non, effectivement, mais ça, c'est une bonne question. Et là, j'ai pas d'élément de réponse qui me vient en tête pour l'instant. Euh, non, je vois pas, effectivement. Sur 10, on peut comprendre, Ouais, on compresse le modèle, mais après, quand on le charge en mémoire, finalement, même si on a dit qu'un flottant, on le codait sur 10 bits, ouais. en mémoire, il va faire 32 bits. Et il y a des bits qui seront inutilisés, mais Alors ça, je pense que c'est le sujet des librairies spécialisées ou des versions de CUDA, de Torch ou des frameworks comme Accelerate qui vont permettre ça. Au moment où on charge le modèle et on veut gérer la phase d'inférence, où ces modèles-là proposent des abstractions par-dessus euh, Torch ou TensorFlow pour gérer ces types de flottants qui sont inventés, enfin ces types d'accord. de flottants qui sont inventés Mais toutes vous, les vous ne l'avez semaines. pas testé, quoi. Non, pas au moment Non. d'inférence avec le QLoRa. Non. Non. Une autre question? Non. Oui. Oui, je voulais savoir quel est l'ordre de précision qu'on perd en faisant du QLoRa plutôt que du QA-LoRa. Donc plutôt quand on fait de la post-quantisation que de la quantisation au moment d'entraînement. Alors ça, j'ai pas eu de rétex, j'ai pas vu de mesure et je n'en ai pas fait moi-même sur le sujet. Euh, Toutes les sources que j'avais sur le sujet, c'était un workshop, ce qui était ici. Non, c'était au préalable. C'était un talk à Qualcomm Research où ils évoquaient ces deux concepts-là de quantization aware et de post-training quantization, où il évoquait l'intuition de si on ne fait pas de quantization au moment de l'entraînement, la fonction qu'on va utiliser pour présenter ces paramètres avec des bits, enfin avec moins de bits par paramètre, elle sera moins performante, mais j'ai pas ils ont pas partagé d'éléments mesurés et moi-même, je n'ai pas refait tourner de benchmark sur ce sujet-là. D'accord, pas de souci, j'irai chercher sur ces ressources-là. Merci. Ouais. Ouais. Dans la slide qui suit, Ouais. ou deux slides après, ça, ce benchmark, c'est du QLoRa c'est du post-training ou Alors ça c'est ça, je pense que c'est du QLoRa. Il faut voir le détail sur l'issue. C'est Ok. une issue sur la masse CPP qui est référencée en dessous, mais là, il me semble que c'est du QLoRa. Ouais, on va passer à la dernière partie qui va être plus courte. On approche du moment du quiz. Donc, je vois que moi-même, j'aurais pu m'imposer le propre quiz avant, parce que là, il y a plein de points hyper intéressants que j'ai à rechercher après. Maintenant, on arrive sur cette partie RLHF. Euh, et donc là, en termes de requirements de jeu de données, il nous faut un jeu de données de préférence. Donc ça, c'est assez différent des précédents, on va dire, qui étaient questions-réponses pour la partie supervision tuning. Maintenant, c'est un prompt et pour implémenter ce qu'on appelle une policy ou un système de préférence, il nous faut question choisie et question rejetée. Donc, il nous faut ces trois éléments, il nous faut un triplet, quoi, qui a ces éléments-là. J'ai deux exemples de datasets, si vous voulez voir les exemples en bas qui sont disponibles sur GameFace. Enfin, j'en cite deux, ce ne sont pas les miens. Et maintenant, pour un bref historique, ça vient d'ailleurs, c'est OpenAI qui a popularisé cette approche-là du URL pour les modèles de langue. C'est pas eux qui ont inventé le URL, hein, c'est des choses, des travaux qui existent depuis longtemps. Mais en fait, c'est eux qui ont introduit cette approche qui se base sur ce qu'on appelle le PPO, Proximal Policy Optimization, qui était une approche d'apprentissage par renforcement qui nécessitait d'apprendre
en entraîner un autre modèle, le modèle justement de policy qui allait venir reward ou punish le LM en fonction de ses prédictions. Et c'est un process qui s'est révélé très difficile à répliquer dans l'industrie parce que beaucoup d'hyperparamètres à tuner et autre que OpenAI, il y a eu assez peu de partage de retour d'expérience. En fait, cette approche du PPO, Proximity Policy Optimization, c'était aussi une approche d'OpenAI sortie en 2017. Donc, c'est des travaux qu'ils avaient menés en interne. Pour l'intuition, parce que c'est des choses qui sont très complexes, et moi-même, je ne suis pas du tout un spécialiste du RL. Globalement, j'ai mon modèle de set de préférence, et dans les approches PPO, on va donner ça à un reward model qui va ensuite, par rapport aux générations du LLM, venir le reward ou punish, et ces éléments qui vont dans l'environnement, qui vont lui permettre d'ajuster ses poids. Instable, beaucoup d'hyperparamètres, dur à reproduire, donc ça a été assez dur à mettre en place. Là, c'était rend train simplifié, c'est quand même un process qui rend complexe. Ce que j'ai illustré de manière simplifiée, c'était ça. Le préférence modèle, on fait une distance entre ce qui était prévu et la log propre de ce qui était prévu, de ce que le modèle de préférence attendait. Et avec ça, ce PPO va venir mettre à jour va générer avec sa policy une façon de mettre à jour les poids du modèle, assez compliqué à mettre en place par rapport à une approche qui est arrivée pour le coup en 2023, très récente, et qui vient de chercheurs à Stanford. Donc là, c'est une méthode qui s'appelle le Direct Preference Optimization. Le titre du papier, en fait, il est assez explicite. Ils disent que votre modèle de langage, et c'est dommage qu'on ne voit pas, c'est directement un modèle de récompense. Et eux, leur pari, ça va être, on peut se passer de ce reward model pour faire en sorte que ce soit notre LLM qui joue le rôle de reward model. En gros, ils vont faire sauter cette case-là. À gauche, on a ce qu'on avait auparavant avec l'approche Proximal Policy Optimization, où au début, j'entraînais un modèle euh, pour avoir une reward policy, et c'est lui qui allait noter les outputs de notre modèle pour avoir cet apprentissage par renforcement. Avec leur approche par DPO, on n'a même pas besoin de ce modèle intermédiaire, en tout cas pas explicitement codé, et ils vont utiliser directement les paires de préférences prompt, question choisie, question rejetée pour réaliser ce stade de DPO. Donc, l'énorme avantage, c'est que conceptuellement, c'est plus simple à comprendre, certes, mais aussi, c'est implémenté, d'ailleurs, c'est très bien implémenté dans, encore une fois, les bibliothèques TRL pour le reinforcement learning de Hugging Face. Ils ont un add-on DPO qui est aussi simple à utiliser que l'add-on LoRa qu'on a évoqué tout à l'heure, où globalement, on met le DPO trainer, on passe le jeu de données de préférence, qui est toujours le sujet, hein, c'est d'avoir ce jeu de données pour un prompt, qu'est-ce qu'est la réponse choisie et quelle est la réponse rejetée. Mais après ça, ils ont vraiment c'est des modèles qui permettent d'être entraînés beaucoup plus rapidement, plus facilement. Donc voilà, c'est une partie beaucoup plus rapide. Je propose qu'on fasse la partie questions-réponses pour ces deux-là, la 3 et la 4 en même temps, parce que c'est très court. Et puis la partie évaluation, ça va vraiment être pour lancer la discussion qu'on pourra avoir par la suite autour d'un petit verre, parce que, comme je l'ai dit en introduction, c'est quelque chose en fait, qui est tellement vaste. Et en commençant à faire cet afterwork, je me suis dit, en fait, là, c'est quasiment une heure qu'on a commencé. C'est un workshop dédié, quoi, de parler de cette partie évaluation. Donc, juste quelques principes que je souhaitais partager avec vous, observer sur les projets que j'ai pu suivre. C'est que si les modèles de langue de référence, en fait, ils changent les semaines en ce moment, c'est littéralement ça. La valeur du jeu de données d'entraînement, elle, par contre, elle va s'apprécier avec le temps puisque c'est vraiment la secret sauce de votre entité et ça, personne en publie une qui est. On a tous vu ces exemples de jeux de données publiés sur Hugging Face où on trouve un duplicat, on trouve un label qui est incorrect. Et en fait, l'hygiène nécessaire pour construire et maintenir dans le temps un jeu de données qui permet de réaliser ce fine-tuning et cette évaluation, en fait, seule l'entité qui souhaite le déployer a l'énergie à en mettre parce qu'elle a les outcomes métiers mesurés qui en retombent. Donc, en gros, c'est se concentrer sur la construction de ce jeu de données qui t'a évidemment y à prendre du temps, mais c'est vraiment. On parlait en intro du We Have No Moat de Google. En fait, s'ils ont quand même avoir un jeu de données spécifique pour un cas d'usage métier, ça pour le coup, c'est vraiment un mode parce que à part en acheter un ou en faire un soi-même, c'est de leur homme, c'est de l'expertise métier. Plus on va sur un cas d'usage qui est spécialisé, plus c'est dur à obtenir. Et le troisième principe que je souhaitais partager avec vous, c'est l'importance de vraiment prendre du temps sur le choix de ces métriques d'évaluation.
Là, on a parlé très brièvement de la perplexité. L'avantage, c'est que c'est une métrique qui est simple à calculer, qu'elle est simple à comprendre. C'est à quel point le modèle est étonné de ses prédictions. Moins il est étonné de ses prédictions, mieux il se comporterait. Bon, en fait, c'est une interprétation assez mathématique, mais c'est pas du tout lié avec la véracité métier de ce qu'il génère. Donc, on voit toutes ses limites. Et donc, le gros travail, ben, en fait, comme tous les projets ML, et là, je pense à ce cycle de cours que Andrew Hong avait partagé sur l'error analysis. Ça date de 2017, toujours disponible sur Deep Learning AI gratuitement. Et il a fait un cours qui était exceptionnel, que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas vu, où il évoque en fait toutes les best practices autour de cette étape d'analyse d'erreur et de faire cet effort de dire pour telle entrée, le modèle a prédit telle sortie, pourquoi c'est faux, de venir le classer dans différents buckets et pour regarder où est mon problème. Est-ce que c'est sur cette partie alignement et donc supervised fine-tuning ou dans mon jeu de données de préférence, qu'il faut que j'ajoute de l'information, à quelles données, sur quel type de sujet dans mon jeu de données de préférence ou dans mes instructions supervisées. Et ça, c'est l'importance ensuite d'identifier des métriques business. Euh, on va pouvoir décrire en métriques techniques appropriées, parce que les scores de référence, accuracy, F1, rappel, score bleu, score rouge, en fait, ils vont pas parler au métier et surtout, ils vont être assez régulièrement décorrélés de la valeur par utilisateur. C'est le même retour avec les benchmarks académiques qui peuvent être très pratiques parce que disponibles et tout le monde les utilise pour comparer ces métriques. Mais en fait, les performances sur un squad, enfin sur un jeu de données de référence, ça va très rarement vous donner la performance sur votre use case métier. Une dernière ressource que je voulais partager pour illustrer justement cet enjeu autour de l'analyse d'erreur, c'est là vous avez la source que j'évoquais sur le cours d'Andrew Wong. Et c'est intéressant de le voir à travers du prisme du RAG pour ce sujet, comment je convertis des métriques, comment je fais le lien entre des métriques mathématiques qu'on utilise en ML et des métriques métiers qu'on va utiliser pour dire à quel point le système marche bien ou pas. Là, il y a cette illustration qui est, je trouvais, assez intéressante de TrueLens, c'est un set d'outils, on va dire, pour évaluer les performances de vos outils, de vos pipelines de Retrieval Augmented Generation, le RAG. Et en fait, on voit que bah, le RAG, c'est pas un LM sur c'est pas un afterwork sur le RAG, mais vraiment, j'ai un modèle, j'ai un gisement de documents, je souhaite faire de la recherche avancée sur ces documents, générer des embeddings et ensuite rechercher sur documents et que mon LM me fasse la synthèse sur ce pool de documents. En fait, il y a plein d'endroits où c'est peut casser. Par contre, il y a plein de parties amovibles là, dans cette machinerie. Et du coup, l'importance d'identifier conceptuellement où est mon erreur. Est-ce qu'elle est au moment où je retrouve l'information, c'est le modèle d'embedding peut-être, la façon d'indexer. Est-ce qu'au moment où je passe, où je donne plutôt, où mon modèle, à partir d'un contexte donné, il me génère la réponse. Dans ce cas-là, peut-être que c'est effectivement le modèle fondation, le modèle réentraîné qu'il faut ajuster. Et ça permet de se poser des questions sur là où on doit, cette phase d'erreur, error analysis, sur la phase où on doit passer le plus d'efforts. Et on arrive au bout de cette troisième et quatrième partie. On est vraiment sur les 1 heure. Est-ce qu'il y a des questions sur les parties, des remarques, parce que c'était très court, sur les parties 3 et 4? Bien sûr. Oui. Peut-être pour connaître les métriques principales, tout à l'heure tu avais parlé de perplexité. Ouais. Est-ce que c'est ce type de métrique qu'on retrouve aussi quand on veut évaluer des LLM? Quelles seraient là les trois principales métriques dont on entend parler majoritairement? Alors, ouais, c'est une hyper bonne question. Parce que perplexité, tu vas souvent entendre parler, effectivement, parce que elle est, elle est liée aux probabilités générées par le modèle. Et ensuite, ça va souvent être selon le dataset que tu regardes. C'est pour ça que dans les papiers, ils vont publier voici les performances sur ce type de dataset. Tu vas avoir des datasets qui vont être questions-réponses, tu vas avoir des datasets qui vont être traductions, tu vas avoir des datasets qui vont être information retrieval. Et en fait, dans un cas, ça va être la précision, le rappel, le score bleu si tu fais la traduction. Et donc, vu que LLM, en fait, c'est plein de tâches de NLP, euh, tu vas choisir la métrique appropriée pour la tâche NLP que tu veux traiter. Donc, c'est un peu une réponse bateau que je te donne, mais globalement, perplexité, pour le coup, c'est un truc qui est spécifique au modèle génératif. Euh, mais sinon, je n'ai pas d'autres que les métriques usuelles ou soit si tu fais de la recherche d'informations, ça va être les métriques que tu trouves dans le monde des systèmes, des recommandeurs systèmes. C'est la thématique Rexis sur Archive. Et tu as des choses comme le hit rate ou le mean retrieval rank. C'est-à-dire, parmi les documents retrouvés, ben, je retrouve effectivement les plus pertinents dans l'ordre proposé. Mais voilà, globalement, c'est partage, quoi. Oui, en effet, d'accord. Donc c'est par cas d'usage Ouais. plus que.
plus qu'une métrique généralisée. Ça paraît logique maintenant que tu le dis. Merci. Est-ce qu'il y a des questions à distance avant qu'on conclue? Moi, j'avais juste une question sur du coup la partie où il y a le calcul de vraisemblance, du coup la méthode simplifiée, j'ai oublié l'abréviation. Du coup, donc en fait, il est en train de comparer une forme de vraisemblance entre l'output du modèle versus le corpus de texte sur lequel il a appris, c'est ça? Est-ce que tu te rappelles sur quel slide Slide, je pense, là, on est à la slide combien? Je pense que pour moi, c'était la slide peut-être 57 ou un truc comme ça. Ou Alors alors. là, c'est celle-ci? Non, pardon, c'est encore avant, du coup. En fait, non, c'était vraiment encore avant. C'était un partie 3. Ouais. Ouais, voilà, effectivement. Voilà, du coup, DPO, c'est ça, j'ai oublié. Ouais. Du coup, le calcul de la vraisemblance, il est fait comment? C'est ça, ou je suis pas forcément très au clair. Alors en fait, ils vont utiliser le même modèle. Enfin, on a un LLM qui a été pré-entraîné. On a fait ce stade de supervised fine-tuning. Et en fait, on va faire une copie du modèle. Un qui va être le modèle de référence qui n'a pas bougé et un qui va être le modèle qu'on va réentraîner. Et en fait, on va comparer le modèle comme ça. Celui qui n'a pas bougé le modèle de référence, ça va être celui qui va mettre à jour la policy de façon implicite. Et il y en a un pour lequel on va mettre à jour les poids à mesure qu'on a les réponses qui sont jugées bonnes ou mauvaises. Ok, d'accord. Ah oui, c'est tordu. Ok, merci. Ouais, ouais. Pas d'autres questions à distance? Ben, écoutez, je vous remercie. Elles seront disponibles sur mon site fpopier.fr et j'enverrai le lien de toute façon à Marc, à toute l'équipe de TACRAF pour le partager aux personnes qui étaient présentes.